Chers amis, approchez, approchez, il faut que je vous raconte. C'était il y a quelques siècles dans un village briard perché au sommet d'un plateau. Un bourg constitué de quelques rues étroites, cerné par les murs de fastueux domaines. C'était ici même, à Sucy. Nous poussons les grilles de ces châteaux pour aller à la rencontre de celles qui y ont vécu. Des femmes étonnantes, qui au fil des années ont mêlé leur histoire à celle de notre ville. Au visage de ces dames d'un autre temps se superposent des façades de pierre bien connues et des rues tant de fois arpentées. Le temps a passé, mais les souvenirs sont intacts. Il suffit d'imaginer un peu pour se trouver projeté au XVIIe siècle, en plein règne du roi Soleil. Alors qu'à Versailles l'on construit l'emblème démesuré du pouvoir, à Sucy, des demeures plus modestes mais non moins élégantes voient le jour. Nous arrivons dans les jardins du château Montalot en 1671 pour aller à la rencontre de deux Sucyciennes. Marie de Sévigné d'abord, qui a passé son enfance dans cette charmante bâtisse, hébergée par son oncle. Catherine de la Guette, ensuite, véritable héroïne de la Fronde. Cette figure locale, haute en couleur, qui en son temps maîtrisa aussi bien l'épée que les flèches de Cupidon, rencontra la future marquise dans sa jeunesse. En ce mois de mai, toutes deux sont de retour à Montalot pour évoquer leurs souvenirs. Madame de Sévigné est un tournant de son existence. Sa fille, bien-aimée, vient de s'exiler dans le sud de la France. Une séparation terrible pour celle qui jusqu'alors lui consacra sa vie. Vous écrivez encore, madame? Mais que trouvez-vous donc à raconter à votre fille? La voilà partie depuis à peine 4 mois que déjà vous avez échangé un nombre impressionnant de missives avec elle. Je lui raconte ce qui se passe à Paris, ce que sa pauvre mère devient, seule, abandonnée. La marquise de Sévigné seule. Enfin, voyons, mais je ne connais personne de moins seule que vous. Le monde entier tourne autour de votre personne, vous l'aimez, et il vous le rend bien. Le pensez-vous vraiment? La vérité, c'est qu'on me tourne le dos. Je suis privée de paraître à la cour. Mon salon s'est vidé. Ma fille s'est exilée à Grignan. Mes belles heures sont passées et les ténèbres approchent. Je vous croyais pourtant fâchée avec Françoise. Lorsqu'elle est partie rejoindre son époux en Provence, vous étiez soulagée de son départ. C'était avant qu'elle ne commence à répondre à mes lettres. Depuis que nous échangeons ainsi, ma chère enfant me livre ses trésors cachés de tendresse. Nous n'avons jamais été aussi proches que depuis que 200 lieues nous séparent. Alors, faut-il vous plaindre ou se réjouir? Oh, plaignez-moi, je le mérite. Je suis revenue à Sucy pour me rappeler notre époque heureuse, dans ce château Montalot et dans ce parc qui descend vers Paris. Je n'étais alors qu'une enfant hébergée par mon oncle. Vous souvenez-vous? Certainement. C'était avant la Fronde, chez Monsieur de Coulanges, la même où je vous ai rencontré. Un petit bout de femme, une pauvre orpheline, déjà si joyeuse. Oui, c'est cela, racontez-moi, parlez-moi de celle que j'étais alors. Vous étiez d'une beauté à attirer tous les cœurs. Et d'un esprit vif et clair qui ne manquait pas de faire sensation dans les salons. À Montalot et rue des Francs-Bourgeois, vous étiez toujours entouré de toute une tribu, avec votre cousin Philippe qui nous faisait rire aux éclats. Quelle folie que cet homme-là! C'est un personnage comme celui-ci que j'aurais dû épouser à la place de ce triste Henri qui m'a tant trompée. J'aurais dû faire comme vous, ne pas capituler trop vite, me battre pour aimer, lutter pour trouver le bon. J'étais trop raisonnable. Quand je pense que vous vous êtes marié contre l'avis de votre père, en pleine nuit, dans l'église de Mandres, à 2 pas de la maison où dormaient paisiblement vos parents. J'étais jeune et amoureuse. 19 ans, pensez donc. À cet âge-là, on ne réfléchit pas. On agit.
Ce n'est pas une question d'âge. Votre réputation vous précède, madame. Vous avez toujours été une femme d'action, particulièrement pendant la Fronde. On m'a raconté cette histoire où, depuis le château de Grosbois, vous avez fait croire à un major à la solde du duc de Lorraine que l'armée de Turenne bénéficiait de renforts importants. Le soldat fit prévenir le duc, qui, par peur de ces hommes imaginaires, renonça à son projet d'attaque. Hélas, mon stratagème s'est révélé désastreux pour Sucy. Les Lorrains, enragés, sont finalement restés sur leur position et ont tout pillé 10 lieues à la ronde. Notre village fut dévasté. Un grand malheur pour beaucoup d'habitants. Croyez-moi, faire preuve de raison peut s'avérer plus sage. Vous avez tant fait pour Sucy pendant cette période troublée que vous êtes toutes pardonnées. Racontez-moi plutôt une de ces aventures cocasses qui vous arrivent toujours. Voyons. Peut-être ce jour, en pleine révolte encore, où je reçus une lettre du comte de Marsin. Que voulait-il? Un mariage! Il était en prison et ne pensait plus à la guerre, mais à l'amour. Sage décision. Vous l'avez donc trouvé une épouse? Une jeune fille de la plus belle conduite, de grande naissance, très bien faite de sa personne et fort riche, mademoiselle de Clermont d'Entragues. La fille de cette famille qui possédait le fief de haute maison. Une histoire incroyable. À peine libéré, le comte n'avait que 15 jours avant de regagner la Catalogne. Il fallait donc que l'affaire se fît rapidement. Oh, mais c'est à vous, madame, que j'aurais dû demander conseil pour mon mariage. Mais dites-en moi davantage. Lorsque les deux jeunes gens se sont rencontrés, ce fut un moment fort agréable. L'une a rougi, l'autre a souri. C'était l'évidence, voyez-vous. Ah oui, je vois très bien. Dites-en moi davantage. Sur le chemin du retour, le comte me confia être très satisfait. Et j'appris par la suite que la demoiselle était dans les mêmes dispositions. Seulement voilà. La belle avait déjà un promis. Un grand seigneur, fort riche, et tout était arrangé. Oh, épargnez-moi. Je ne veux plus d'amour triste. Rassurez-vous, je me suis occupée de tout et le mariage se déroula comme convenu. Un véritable festin au cours duquel les 24 violons du roi jouèrent admirablement bien. Monsieur de Marsin et mademoiselle de Clermont d'Entragues furent unis pour la vie. Une belle histoire, n'est-ce pas? Il faut que j'écrive, que je raconte à ma fille ce récit merveilleux. Je dois lui dire que je suis revenue à Montalot, si gentiment accueillie par madame Amelot. Et que je vous ai rencontré sur notre ancien terrain de jeu. Oh, ma très chère, vous m'avez ôté de bien sombres pensées. Je suis votre humble servante. Allons chercher de l'encre. Il me faut de l'encre, beaucoup d'encre pour écrire. Et du papier, du beau papier. Tous mes souvenirs sont ici. Vous entendez? La musique. Une histoire qui nous entraîne désormais 100 ans plus tard, au cœur du siècle des Lumières. À cette époque, des philosophes et des intellectuels font souffler un vent nouveau sur l'Europe. En France, Montesquieu, Voltaire, Rousseau ou d'Alembert veulent éclairer la société de leurs connaissances et engagent une guerre déterminée contre l'obscurantisme et l'ignorance. C'est cette lumière qui, depuis Paris, est venue illuminer le village de Sucy. Au château de Grandval, Suzanne d'Aisne reçoit chez elle d'illustres penseurs, invités par son gendre, le philosophe allemand Paul Thierry d'Holbach. Il règne alors, dans ce domaine retiré, une atmosphère joyeuse, où les plaisirs de la table se mêlent aux plaisirs des jeux.
Denis Diderot est un invité particulièrement fidèle. En ce mois de septembre 1760, nous le surprenons justement aux côtés de la maîtresse de maison. Savez-vous que vous allez perdre encore une fois, monsieur? Je vais finir par croire que vous le faites exprès. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il suffit de lancer les dés. Enfin, c'est l'essentiel de ce que j'ai compris. Eh bien, ça méritera sûrement une dépêche. Denis Diderot a été ruiné hier après-midi par Madame Denne dans une partie de trick-track. En vérité, madame, vous me faites venir à Grandval pour me voler. Et moi, toujours trop bon, je supporte les 2h30 nécessaires pour arriver jusqu'ici. Vous exagérez. Je sais que vous vous plaisez dans notre campagne. D'ailleurs, je ne suis responsable de rien. C'est mon gendre qui vous supplie de nous rejoindre. Monsieur Dolbach a besoin de vos idées pour avancer dans ses projets. Sans vous, il s'ennuie. Voilà donc la raison de ce courrier que je reçu l'autre jour. Le baron m'a presque ordonné de vous rejoindre pour terminer l'été. J'ai cédé, une fois de plus. Et vous êtes venu, chargé d'une besogne immense. Avec tous ces livres que vous avez empilés dans votre chambre, c'est à peine si on peut encore y entrer. Il en arrive jusqu'au parc. Vous lisez ou vous écrivez? Il faudrait vous décider. J'écris mon encyclopédie. J'en suis aux Arabes et aux Sarrasins. Ces peuples n'ont connu l'écriture que peu de temps avant les Gyres. Les Gyres? Quel animal est cela? Madame, c'est la grande époque des musulmans. Ah, me voilà bien avancé. Vraiment, je n'entends rien à ce que vous racontez, et pas davantage à ce que vous lisez. Mais vous savez recevoir. Et c'est bien là l'essentiel. Je défie quiconque d'imaginer une maîtresse de maison plus attentive au bien-être et à l'amusement de ses hôtes. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense? Vous autres penseurs, on ne sait jamais ce que vous pensez. Je dis que vous égayez notre philosophie. Monsieur Grimm en est d'accord avec moi. Quelquefois, à vous écouter, nous éclatons tellement qu'on nous entend sûrement de l'autre côté des jardins. Votre maison est un espace de liberté dont nous avons bien besoin. Vous avez de la chance que je vous laisse raconter toutes ces horribles choses sur Dieu et la religion. D'autres vous enfermeraient. Keane! Madame, c'est un doublé de 4. Si vous voulez. Ce jeu, je ne comprends rien à ce jeu. Vraiment, je ne comprends pas comment je peux gagner. J'avance mes dames alors. Comme moi, j'avance mes idées et remets en question celles qui me semblent inexactes. C'est cela que vous me reprochez. Vous et le baron d'Holbach avez barbouillé tout mon catéchisme depuis des années. Vous en répondrez devant Dieu. Vous y croyez donc? Oh Dieu, un jour j'y crois, un jour je n'y crois pas. Je remplis mes devoirs religieux par simple habitude. Ils m'ont été inculqués dans mon enfance, lorsque j'habitais dans mon petit village d'Allemagne. Là-bas, dans le Palatinat, la religion rythmait la vie quotidienne. Ces choses-là restent profondément enracinées. Alors je rejoue, c'est cela? Si vous voulez, faites donc. C'est bien ce que je dis. Vous me laissez gagner. Vous avez une chance folle, madame. Voici maintenant un doublé de 6. Ah, la chance. Ah, c'est bien une idée de philosophe, ça. Et si ce n'était pas la chance? Que voulez-vous donc que ce soit? Vous n'avez tout de même pas pipé les dés. Et pourquoi pas? Dans un tripot, monsieur Diderot, en jouant aux 3D. Si votre adversaire amenait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin, constamment une rafle de 6, ne crieriez-vous pas à la tricherie? Sûrement. Mais vous seriez persuadé que la chance de votre adversaire serait le résultat d'une manœuvre à droite, d'une friponnerie bien tissée.
Pourtant, en voyant dans notre monde un nombre de combinaisons 1000 fois plus difficiles et compliquées, vous refusez d'admettre que les dés de la nature sont aussi pipés. Vous ne voulez pas voir qu'il y a là-haut un grand bonhomme qui tire les ficelles et façonne les choses de l'univers. Vous répétez les élucubrations de l'abbé Galliani, qui évidemment prêche pour sa paroisse. Me voilà démasqué. Quand je vous dis que les propos que j'entends ici déteignent sur mes idées, à cause de vous, je ne sais plus quoi penser. Et désormais, lorsque je prie le soir avant de me coucher, je rêve à ce que nous mangerons demain. N'est-ce pas une habitude terrible? Au contraire, c'est tout bonnement succulent. La table est mise ici comme à la ville, et peut-être plus somptueusement encore. Lorsque je passe trop de temps chez vous, c'est moi qui prie Dieu de ne pas mourir d'indigestion. Heureusement, nous avons nos longues promenades pour digérer. Ah, justement, il est l'heure. Partez refaire le monde sur les chemins boueux. Puis-je oser? Osez, osez. Abandonnez-moi. Si c'est pour allumer les lumières de notre siècle, je vous pardonnerai. Lancez une nouvelle fois les dés pour voir. Que voulez-vous voir, monsieur le philosophe? Un signe divin? Vous êtes une sorcière, madame. C'est vous qu'il faudrait enfermer. Allez, fuyez. Je vous attends pour le dîner. Mademoiselle Brailly, qu'aurons-nous à avaler ce soir? Et si Grandval fut le repère des hommes d'esprit, c'est un autre château qui, au XIXe siècle, abrita des musiciens. Vous entendez ces notes? Elles proviennent du domaine de Petitval, où séjourne alors Lily Moulton, une célèbre chanteuse américaine. Habituée de la cour de Napoléon III, et même intime du couple impérial, elle conquit la France par sa voix et son pouvoir de séduction. La belle fit venir à Sucy des compositeurs prestigieux. Tous se pressèrent dans sa demeure pour la charmer avec leurs mélodies et lui dédièrent de multiples partitions. Parmi eux, Jules Massenet, qui à l'aube de sa carrière, trouva auprès d'elle une précieuse aide matérielle. En cet été 1867, alors que l'exposition universelle agite le Champ de Mars, Lily profite du calme de Sucy avec ses invités. Madame, vous avez fait perdre la tête à ce pauvre monsieur Massenet. Il joue pour vous dans le salon depuis maintenant une éternité, en espérant que vous accepterez de poser votre voix sur ces mélodies. Mais quel ingrat faites-vous là? Je vous invite chez moi, au domaine du Petit-Val. Je vous propose une promenade à mon bras, accompagnée d'une douce musique, et cela ne vous convient pas? Mais ma chère amie, cette musique que nous entendons n'est pas jouée pour moi, mais pour vous. Enfin, devrais-je dire, pour la diva des Tuileries, la grande Lily Moulton. Vous vous moquez. Ce n'est pas moi qui rédige les critiques des journaux. Que voulez-vous? Les chanteuses américaines font rêver les Français. Est-ce de ma faute? Elles font aussi rêver les bellâtres musiciens. N'est-ce pas agréable d'avoir un jeune compositeur talentueux à domicile? Jules Massenet aura une carrière prometteuse, croyez-moi. Ici, à Sucy, loin de l'agitation parisienne, il trouve l'inspiration. Il compose. J'imagine qu'il aimerait surtout composer avec vous. Mais enfin, il y a Charles, mon époux tout de même. Vous n'êtes pas sans savoir que lui aussi est très musicien. Je crois que ce domaine est propice aux âmes musicales. Asseyons-nous ici. Vous m'épuisez. L'autre jour, Aubert, Gounod, Litz et Massenet ont joué ensemble. C'était fabuleux. Depuis que j'ai convaincu ce pauvre duc de Morny de faire construire le pont de Chenevière, le voyage depuis Paris devient si facile que la cour entière pourrait venir ici.
Et je ne doute pas que beaucoup répondraient avec plaisir à l'invitation. Notre empereur n'a que votre nom à la bouche. Depuis cette improbable leçon de patin à glace que vous lui avez dispensée sur le lac de Suresnes, il semble lui aussi avoir succombé à votre charme. Maintenant, les portes des Tuileries vous sont grandes ouvertes. Les Tuileries et le château de Compiègne. Vous ai-je dit que j'ai eu l'honneur de chanter l'hiver dernier au palais accompagné par la princesse Mathilde? Mais tout Paris a entendu cette histoire. Mais quelle chaleur avons-nous là, même à Sucy. Ne voudriez-vous pas avoir la bonté d'aller nous chercher un rafraîchissement? Vous ai-je dit que lors de ma visite de l'exposition universelle, j'ai croisé Jacques Offenbach accompagné de Ludovica Lévy? Tous deux triomphent au théâtre des variétés avec leur dernier opéra bouffe, La Grande Duchesse de Gerolstein. Ils ont fait plus de 100 représentations. J'y suis allée récemment, et la salle était en feu, et pas uniquement à cause de cette chaleur étouffante. Vous entendez? Je vous écoute avec attention. Dites-moi, mon ami, vous ne m'avez pas servi cet horrible vin qui traîne sur la table. Il est tout bonnement imbuvable, surtout par ce temps. Vous voulez me faire tourner la tête? Je crois qu'il y a de l'orangeade à l'office. Ah, vous croyez? Remarquez, si vous voulez le goûter, ce vin, vous pouvez. Vous savez que les villageois plongent les enfants malades dans ce breuvage au pressoir. 1 fois pour les petites maladies, 2 fois pour les grandes. N'est-ce pas une horrible culture? Mais où êtes-vous passé? Et Monsieur Massenet qui ne joue plus? Mais tout le monde me boude cet après-midi! Le jeune musicien vous compose quelque chose au salon. Des airs qui me semblent d'une mélancolie terrifiante. Vouloir composer des choses si sombres, à son âge, est inquiétant. J'espère que vous n'êtes pas responsable de son état, très cher. Vous recommencez. Vous parlez trop, vous m'assommez. Profitez plutôt de ce paysage bucolique qui s'offre à nous. Et vous ne prenez même pas le temps de vous asseoir. Nous irons au parc ce soir pour profiter de la fraîcheur. Petitval a de jolis jardins bordés d'arbres, de fontaines, de chutes d'eau, de rivières, de grottes mystérieuses. Vous voyez là-bas? La volière apparaît derrière les charmilles. Ce domaine est mon petit Trianon ici à Sucy. Le ciel se couvre et il ne fera pas beau demain. J'aimerais que cette journée dure toujours, que le soleil brille éternellement. Nous ne savons pas de quand demain sera fait. Je crois que demain, vous êtes attendu par les Rothschild, à Ferrières. Que vous êtes terre à terre, mon ami. Je ne parle pas de ce demain-là. Ayez un peu d'imagination. Croyez-moi, il m'en a fallu d'imagination lorsqu'à 15 ans je me suis rêvée cantatrice. J'ai quitté mon Amérique natale pour l'Europe. Puisque vos rêves vous emmenez jusqu'ici, puis-je espérer que vous nous ferez le plaisir de chanter ce soir? Oh mais c'est vrai! Je vous ai promis une interprétation. Et Monsieur Massenet qui s'épuise au piano. Mais qu'attendez-vous? Aidez-moi à me relever. Allons! Pressons! Le temps passe si vite. L'on pourrait continuer longtemps cette promenade dans les souvenirs de notre commune. L'on y rencontrerait bien sûr d'autres femmes, avec d'autres personnalités, d'autres résidences et surtout d'autres histoires. Elles partagent un lien unique qui, au-delà des époques, les unit à jamais. Toutes ont vécu ici, dans un petit village briard, perché au sommet d'un plateau. Toutes ont laissé leurs traces dans notre mémoire collective, toutes ont marqué Sucy. À Marie, Catherine, Suzanne, Lily et toutes les autres. À vous, tendres amis, qui nous avez confié un patrimoine architectural, intellectuel et culturel, à la hauteur de celle que vous étiez. Je sais, c'était il y a longtemps, mais vous êtes toujours là, quelque part. L'histoire ne meurt jamais,
Elle se transmet, se raconte et s'écrit sans cesse. Merci pour ces mots que vous nous avez confiés. Merci pour ces idées que vous avez hébergées. Merci pour cette musique que vous avez fait jouer. Un grand merci aux Sussiciennes d'antan. Nous ne vous oublions pas.